Bonjour, très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Nous continuons avec notre cours. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler de la régression linéaire multiple. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu que généralement, les phénomènes sont liés. Et on avait parlé de la régression simple, c'est-à-dire on avait une variable expliquée et une variable à expliquer. Soit on avait une variable dépendante et une variable indépendante. Dans notre exemple, c'était les chiffres d'affaires ainsi que les frais de publicité. Mais il y a un problème. Ça, c'est un problème simple, c'est qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire où vous avez une seule variable qu'on essaie d'expliquer à partir d'une autre variable. Mais généralement, ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Donc, déjà, dans la réalité, il faut savoir que c'est difficile qu'un phénomène puisse dépendre d'une seule variable. Un exemple. Est-ce que vous êtes sûr que le prix d'une maison peut dépendre seulement de la commune? Non, le prix d'une maison ne peut pas dépendre seulement de la commune. Parce que si on doit estimer le prix d'une maison seulement à partir de la commune, là où se trouve cette maison, en tout cas, on risque de passer à côté de beaucoup d'informations et notre prédiction ne sera pas correcte. Par exemple, le prix d'une maison peut dépendre de la commune, ça peut aussi dépendre de la surface de cette maison, ça peut dépendre de la durée, donc l'âge de cette maison. Vous voyez qu'en général, un phénomène dépend généralement de plusieurs variables. C'est dans des situations pareilles que la régression simple devient limitée parce que quand, avec la régression simple, on suppose que un phénomène dépend d'une seule variable. Mais en général, je viens de vous illustrer avec la maison, c'est rare de trouver un phénomène qui dépend uniquement d'une seule variable. Alors, quand on veut expliquer un phénomène qui dépend de plusieurs variables, là nous sommes dans le cas de ce qu'on appelle la régression multiple. Voilà. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, avec la régression simple, on doit faire quand même un parallélisme. Ici, on avait une seule variable explicative qui est x, et puis on pouvait représenter la relation dans le plan, parce qu'on avait des variables, c'est ce qu'on avait fait avec le nuage de points. Et côté régression multiple, on a quatre variables explicatives, c'est-à-dire on essaie d'expliquer quelque chose en fonction de deux ou plusieurs variables explicatives. Donc, ça sera difficile de représenter, donc pas moyen de représenter ça dans le plan parce que dans le plan, on doit avoir des variables. Donc, on va voir maintenant comment on gère la régression multiple. Je crois que vous avez compris. Dans quelle situation on va parler de la régression multiple? Je réponds, quand on essaie d'expliquer y à fonction d'une seule variable x, là, c'est la régression simple. C'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Mais si on essaye d'expliquer une variable y à partir de plusieurs autres variables, quand on a deux ou plusieurs autres variables, là, on parle de la régression multiple. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, comment se présente le modèle de régression multiple? Déjà, on essaye d'expliquer la variable y. Voilà, on essaie d'expliquer, je peux écrire ça ici, la variable y qui dépend par exemple de trois autres variables. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura bêta 0, on aura bêta 1 x1, la première variable, plus bêta 2 x2, la deuxième variable, plus bêta 3 x3, sans oublier epsilon. Voilà, ça. On essaie d'expliquer la variable y en fonction des trois autres variables x1, x2 et x3. Alors, c'est quoi l'idée? C'est comme j'ai expliqué pour la régression simple, on a besoin de faire des prédictions. Si on est sûr que les variables sont liées, c'est-à-dire y est lié avec x1, avec xd, avec x3, on va essayer d'établir une relation mathématique de ces liens-là ou de cette liaison. Donc, on va essayer de représenter, d'écrire une expression mathématique qui va relier y avec le variable explicatif. Dans mon exemple, x1
xd ainsi que x3. Mais attention, avant de trouver l'expression mathématique, il y a des hypothèses qu'il faut vérifier. À titre d'information, je vais vous présenter ça à la fin de la vidéo. Donc, y égale bêta 0 plus bêta 1 x1, bêta d xd ainsi de suite plus epsilon. Le résidu soit l'erreur qu'on cherche à minimiser. Alors, une chose, x1, xd, x3. Bêta 0 veut dire quoi? Avant qu'on puisse aller dans le vif du sujet, déjà, bêta 0, c'est quelle sera la valeur de y si x1 égale 0, xd égale 0, x3 égale 0. Prenons le cas que x1, par exemple, représente les frais de publicité. xd, par exemple, c'est le montant qu'on va payer aux commerciaux. x3, bon, ça dépend de vous. Mettez un exemple que vous voulez. Alors, donc, la vente ou les chiffres d'affaires que nous allons réaliser dépend de frais qu'on va allouer à la publicité. Ça dépend aussi, par exemple, des frais qu'on va payer aux commerciaux et ça peut dépendre aussi, disons, des autres factures. Disons, X3, c'est les autres factures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prédire. Qu'est-ce qu'on aura comme chiffre d'affaires si on alloue autant pour les frais de publicité, si on paye autant aux commerciaux et pour les autres factures, si on paye autant. Vous voyez, c'est ça l'importance de la régression. J'insiste, on ne fait pas la régression seulement parce qu'il faut le faire, mais l'idée sur la prédiction, comme je viens de dire, si on donnait autant pour les frais de publicité, si on donnait autant pour les commerciaux, si on payait autant pour les autres factures, qu'est-ce qu'on peut avoir comme chiffre d'affaires? C'est ça l'objectif. Alors, le bêta 0 ici veut dire quoi? Si x1 égale 0, en d'autres termes, si on ne donne rien, on ne fait pas de publicité, si on ne paye rien aux commerciaux, et si on ne paye pas les autres factures, qu'est-ce qu'on peut avoir comme chiffre d'affaires? C'est ce que bêta 0 explique. Donc, si bêta 0 égale par exemple à 50, ça dit que si x1 égale 0 et xd égale 0 et x3 égale 0, ça dit c'est qu'on peut vendre c'est 50. Voilà, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, le bêta 1 veut dire quoi? Le bêta 1 montre de combien va augmenter la vente si x1, c'est-à-dire on augmente ou on diminue le frais de publicité d'une unité. Je crois que vous avez compris. Donc, si par exemple c'est 0,6 x1, ça veut dire que si les frais de publicité augmentent d'une unité, les ventes seront multipliées ou seront augmentées de combien? De 0,6. Si je mets plus, ça va diminuer si c'est moins 0,6. Pareil pour bêta D, c'est-à-dire quelle sera la vente? La vente va augmenter ou diminuer de combien si on augmente, soit on diminue. Bon, si XD, j'avais dit par exemple le frais qu'on paye aux commerciaux, si on paye une unité de plus aux commerciaux, ainsi de suite. Et ça, epsilon, c'est l'erreur qu'on cherche à minimiser. Je crois que vous avez compris. Bêta 0, bêta 1, bêta D et bêta 3. Donc voilà, ça c'est la forme générale de l'équation ou le modèle de régression multiple. Bêta 0, c'est-à-dire si x1, si toutes les variables explicatives sont nulles, si on ne donne rien pour la publicité, on ne paye rien aux commerciaux, on ne paye rien pour les autres factures, qu'est-ce qu'on peut vendre? C'est ça, bêta 0. Bêta 1, c'est-à-dire de combien d'unités va augmenter y, la vente, pour notre exemple, si x1 augmenté d'une unité, ainsi de suite. Voilà, les explications sont là, c'est très clair. Y, c'est la variable qu'on cherche à expliquer, c'est la variable dépendante. Bêta 0, c'est la constante, c'est-à-dire la valeur de y quand toutes les variables explicatives sont nulles. Et là, ce sont les coefficients, voilà. C'est ça qu'on. L'objectif de la régression, c'est de trouver ces différents coefficients. Et x1 jusqu'à xk, dans mon exemple, c'est jusqu'à x3, sont des variables explicatives, sont des variables indépendantes. Et ça, epsilon, c'est le terme d'erreur. Donc, c'est que les modèles n'arrivent pas à expliquer. En d'autres termes, c'est l'écart entre la vraie valeur et ce que nous avons
prédit. Voilà. Je crois que vous avez compris pour le modèle, donc la forme générale du modèle de régression multiple. Alors, pour estimer, parce que je viens de dire tout à l'heure que quand vous avez Y qui égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3. Quand vous avez par exemple ça, alors l'objectif c'est de trouver la valeur de bêta 0, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Donc on va estimer les paramètres comme ça. Si on forme l'équation, on pourra prédire Y par rapport aux différentes valeurs des variables explicatives. Alors, comme dans la régression simple, ici, on peut aussi utiliser la méthode de moindre carré ordinaire. C'est la méthode qu'on va utiliser. Alors, ce qu'il faut retenir, rappelez-vous, la logique ici, c'est de ne pas trop vous embrouiller dans des démonstrations, ainsi de suite, mais c'est toujours important. Vous pouvez trouver ça par-ci, par-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour trouver bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta 3, normalement, on a deux méthodes. Ici, j'ai présenté la méthode matricielle, mais il y a aussi la méthode des équations normales. Je crois que quand je vais faire un exemple, je vais vous montrer comment utiliser les deux méthodes et la méthode des équations normales et la méthode matricielle. Et ce qui est expliqué ici, c'est la méthode matricielle. Alors, déjà, ça, on peut écrire ça sous forme matricielle pour avoir y égale x plus grand bêta plus epsilon. X représente la matrice des données, vous allez voir comment je vais utiliser ça, et bêta représente la matrice des coefficients. Y, ce sont des valeurs observées. D'où nous cherchons bêta, donc bêta 0, bêta 1, bêta 2, ainsi de suite. La solution pour trouver bêta, ça sera xt, rappelez-vous, ça c'est la transposée, je vais vous expliquer ça avec un exemple, multiplié par x, l'inverse, multiplié par xty. Donc, tout ce que je vous demande de retenir, c'est cette formule. Après avoir mis les observations sous forme matricielle, pour trouver les paramètres, ça sera cette formule xt multiplié par x moins 1 xty. Donc, c'est tout ce que vous avez à retenir. Alors, une remarque ici, généralement on utilise des logiciels pour faire ça, mais si c'est une évaluation, souvent si c'est à la main, avec 3 variables, ça peut aller parce qu'au-delà de 3, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Donc, tout ce que vous devez retenir est que pour estimer le coefficient, bêta 0, bêta 1, ainsi de suite, on va utiliser cette solution des équations normales. Donc, on peut utiliser la forme matricielle, je vais vous montrer comment on résout ça. Voilà. Bon, voilà. Après avoir trouvé le coefficient, à titre d'information, sachez qu'il faut toujours déterminer la qualité de l'ajustement. Donc, avec R carré qui va nous expliquer, qui va nous indiquer, par exemple, quel est le pourcentage des Y qui est expliqué par le modèle. Donc, je vais bien expliquer ça. Quand je vais parler de la nova, je vais vous expliquer la somme des carrés totaux et tout consort. Ça, je vais revenir sur ça. Ça, c'est à titre d'information. Alors, on peut aussi effectuer le test de Fisher. On peut aussi effectuer plutôt le test de Fisher. Alors là, on a deux cas. Si je suis en train d'expliquer, c'est à titre d'information. Regardez, je reprends. Vous avez votre modèle. Exemple, vous avez ce modèle Y qui égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3 si on a 3 variables explicatives. On a trouvé, vous avez déjà les modèles, mais vous devez vous rassurer que le modèle que vous avez trouvé est correct. Ça va quand même donner des bonnes prédictions, c'est-à-dire des prédictions qui sont quand même proches de la réalité. Alors, il y a quand même des tests qu'il faut faire. La première chose à titre d'information, on peut essayer de déterminer le coefficient de détermination R carré. Lui, il permet d'expliquer le pourcentage de Y qui est expliqué par le modèle. Par exemple, si vous trouvez que R carré égale 0,80, ça veut dire quoi? Que
Y, la variation de Y est expliquée 80% par les différentes variables. Donc, si vous trouvez que R carré est trop petit, c'est-à-dire que le modèle n'explique pas très bien Y. Donc, si on fait des prédictions, on n'aura pas nécessairement de bons résultats. Autre chose, après avoir estimé les modèles, à part les coefficients de détermination, et à titre d'information, il y a aussi les coefficients de détermination ajustés. Donc, ça, c'est à titre d'information pour ne pas vous surcharger. On donne ce qui est essentiel par rapport à notre objectif. Voilà. Autre chose, à part les coefficients de détermination ou les coefficients de détermination ajustés, on peut aussi effectuer les tests F, les tests de Fisher, pour parler de la significativité globale du modèle. On peut faire de deux. On peut évaluer est-ce que tous les paramètres sont non nuls, c'est-à-dire est-ce que le variable apporte quelque chose d'essentiel au modèle. On fait un test global pour tous les paramètres à la fois, ou on peut aussi faire un test paramètre par paramètre. Par exemple, on va faire les tests pour bêta 1, on fait les tests pour bêta 2, on fait les tests pour bêta 3, ainsi de suite. Donc, on a deux choix. Soit on fait les tests globaux pour tous les paramètres, ou soit on va faire paramètre par paramètre. Donc, si vous voulez faire les tests globaux pour tous les paramètres, voilà, l'hypothèse nulle, ça vous dit déjà quelque chose. On va dire que le modèle n'explique rien. En d'autres termes, tous les coefficients sont nuls. Bêta 1 égale à bêta 2 égale à bêta k égale 0. Hypothèse alternative, ça sera, il y a au moins un paramètre qui est non nul. Ça j'explique les tests global. Voilà, donc, je reprends. J'insiste vraiment à ce niveau. Vous avez déjà estimé votre modèle. Y égale, vous avez trouvé la valeur de bêta 0, la valeur de bêta 1, la valeur de bêta 2, la valeur de bêta 3. Ne vous en faites pas, on va faire un exercice à la fin. Alors, vous devez vous rassurer parce que les gens vont utiliser votre modèle pour faire des prédictions, c'est-à-dire si on donnait autant pour les frais de publicité, si on donnait autant aux commerciaux, si on paye autant pour les autres factures, on peut espérer avoir tel chiffre d'affaires, soit réaliser telle vente. Alors, avant que les gens puissent utiliser votre modèle pour faire des prédictions, on doit se rassurer que votre modèle est correct, ça va quand même refléter la réalité. Pour cela, on peut les faire entrevoir les coefficients de détermination que j'ai expliqué. Si par exemple vous trouvez que R carré égale 0,80, ça veut dire quoi? Que 80% de la variation de Y est expliquée par le modèle. Là, ça peut marcher, ça dit que les modèles ratent 20%. Ça peut aller. Mais si, par exemple, on trouvait que R carré égale, par exemple, 0,10, bon, là, le modèle n'est pas correct parce que ça veut dire qu'il n'y a que 10% de la variation de Y qui est expliquée par votre modèle. Voilà, on peut aussi trouver les coefficients de détermination ajustés. Alors, hormis les coefficients de détermination, autre chose, on peut faire les tests de significativité du modèle. C'est-à-dire, est-ce que les modèles expliquent la variable ou les modèles n'expliquent pas? Alors, on peut le faire de deux manières. Soit, on fait un test global où on va dire l'hypothèse alternative. On dit ici que H0, bêta 1 égale à bêta 2, c'est-à-dire tous les paramètres sont nuls. En d'autres termes, le modèle n'explique rien. Contre l'hypothèse alternative, on va dire qu'il existe au moins un bêta J qui est différent des zéros. Alors, comment faire? Vous savez comment ça fonctionne. Après avoir posé les hypothèses, on va trouver la statistique F. SCR, je vais vraiment bien vous expliquer ça sur K, sur SCE. Voilà, la formule est là, on va aller vite parce que vous savez comment fonctionnent les tests d'hypothèse. Alors, la règle de décision, si la statistique calculée, les F, est supérieure ou égale à la statistique tabulée, ça c'est la table de Fisher, 1 moins alpha. Rappelez-vous qu'on donne rien, alpha c'est 5%. Et pour faire la lecture dans la table de Fisher, quand je vais faire des exercices, je vais vous montrer comment on fait cette lecture. La table de Fisher a besoin de 2 degrés de liberté. Alors, le premier, c'est K.
Rappelez-vous, K représente le nombre de variables et le deuxième paramètre, le deuxième degré de liberté, c'est N moins K moins 1. N, c'est la taille de l'échantillon. K, c'est le nombre de variables. Alors, si la statistique calculée est supérieure à la statistique tabulée, là, on va rejeter H0. En d'autres termes, si on rejette H0, ça dit on accepte H1, on va dire que le modèle est globalement significatif, c'est-à-dire sans différencier tel ou tel paramètre. Donc, en général, les paramètres sont différents de 0. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les tests de significativité globale. Alors, comme j'ai dit, on peut aussi faire le test pour chaque coefficient, ou si vous voulez, pour chaque paramètre. Donc, la procédure est là. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. La procédure est là et je vais surtout insister quand on va faire la statistique inférentielle avec R. Là, je vais vraiment entrer en détail ici. L'objectif, c'est de vous donner les bonnes bases pour comprendre comment ça fonctionne. Comme ça, quand on va faire ça avec R, vous n'aurez plus de difficultés. Alors, je prends un exercice qui va résumer ce qu'on a vu sur la régression multiple. Voilà, l'exercice est là. On vous donne Y, X, ça peut être, on peut garder la même chose. Les frais de X1, ça peut être les frais de publicité. X2, le montant qu'on va payer aux commerciaux et Y représente les ventes. Alors, vous voyez que quand on a payé par exemple 2, pour les frais de publicité, on a payé 1. Bon, ça peut être 1000. J'ai pris des valeurs petites pour la rapidité des calculs. Donc, si pour cette observation, quand on a payé 2 pour X1, c'est-à-dire on a payé 2 pour les frais de publicité, on a payé 1 aux commerciaux, on avait réalisé 8 comme vente. Quand on a payé 3, ça ce sont des observations parce que on va estimer les paramètres à partir des observations. Quand on a payé 3 pour les frais de publicité, 2 aux commerciaux, on a réalisé la vente de 11, ainsi de suite. Maintenant, l'idée, c'est quoi? À partir de ces données, on va essayer de construire comme un modèle. On va faire la régression multiple. Comme ça, si on connaît X1, on connaît XD, on peut estimer Y. C'est ça l'objectif. Alors ici, je commence par écrire l'équation. Ça sera Y qui égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. Donc, j'ai y que j'essaye d'estimer ou de présenter en fonction de x1 et de x2. Alors, c'est quoi l'objectif ici? C'est de trouver bêta 0, bêta 1 ainsi que bêta 2. Alors, je vais résoudre sans la matrice et puis je vais vous montrer comment on résout ça avec la matrice. Alors, qu'est-ce que je fais? Avec les équations normales, qu'est-ce que j'aurai? Regardez, ça c'est l'équation de la droite des régressions multiples. Y égale bêta 0 plus bêta 1 x1, la première variable, plus bêta 2 x2 qui est la deuxième variable. Alors, pour résoudre ça, alors je vais écrire l'équation y égale bêta 0, je laisse quand même les espaces, vous allez comprendre pourquoi, plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. J'ai réécrit encore y, comme j'ai des variables, donc je vais écrire ça, 2 bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2, et encore y qui égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. Voilà, j'ai écrit ça. J'ai écrit 3 équations parce que tout à l'heure j'ai 3 variables. Ça, je cherche à trouver les équations normales. Alors, c'est la même équation, la droite des régressions multiples. Y égale bêta 0 plus bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. J'ai écrit ça 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'est parce que j'ai au total 3 variables. Donc, si vous comprenez que si j'avais 4 variables, j'allais réécrire ça 4 fois, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la première équation, je vais sommer membre à membre, c'est-à-dire je vais ajouter des sommes partout
au premier membre comme au deuxième membre. Donc ici, ça devient la somme de y. Alors, quand je vais faire la somme de tout ça, comme c'est une application linéaire, ça sera la somme de ça plus la somme de ça plus ça. Donc, ça sera la somme de bêta 0, la somme de... Là aussi, j'ai cette somme. Jusque-là, je crois que ça va. On essaie de former les équations normales. Donc, pour la première équation, déjà, pourquoi j'ai mis 3? C'est parce qu'au total, j'ai 3 variables. J'ai x1, j'ai x2 ainsi que j'ai y. Donc, j'aurai première équation, deuxième, troisième. Si j'avais 5 variables, j'allais répéter cette équation combien de fois? 5 fois. Alors, pour la première équation, on va sommer membre à membre. C'est-à-dire, j'ajoute la somme. Là aussi, j'ajoute la somme. Ça sera la somme de y. Quand je vais ajouter la somme de tout ça, comme la sommation est une application linéaire, ça sera la somme de bêta 0, la somme de bêta 1, x1, la somme de bêta 2, x2. Ça, c'est pour la première équation. Donc là, vous allez juste sommer membre, membre. La deuxième équation, vous allez d'abord multiplier par la première variable explicative qui est x1. Donc, vous allez multiplier tous les termes par x1. Donc, ici, ça sera x1 multiplié par y1. Si x1 multiplie tout ça, comme la multiplication est distributive par rapport à l'addition, donc j'aurai x1 multiplié par bêta 0, x1 multiplié par bêta 1, ça sera x1 au carré. Ici, j'aurai bêta, donc voilà, donc j'ai multiplié tous les termes de la deuxième équation par x1. Ensuite, je vais sommer membre à membre. Donc là, j'aurai la somme, la somme, la somme. Là aussi, j'ai la somme. Pour la deuxième, la troisième, donc ça, on somme juste membre à membre. Ça, on multiplie par la première variable. Donc ça, on va multiplier par la deuxième variable. Donc j'aurai quoi? x2 multiplié par y2, bêta 0 multiplié par x2. Ici, j'aurai bêta 1 x1 multiplié par x2. Et là, j'aurai bêta 2 x2 multiplié par x2, ça fait x2 au carré. Et là, je vais aussi sommer membre à membre. Voilà, je somme aussi membre à membre. Je peux arranger ça. Qu'est-ce que j'aurai à la fin? Je crois que là, jusqu'à là, vous avez compris. Alors, si j'aurai la somme de y qui est égale à bêta 0, ça c'est bêta 0, ça sera un réel. Alors, regardez, quand vous prenez la somme de 2 multiplié par d multiplié par d, ça je peux écrire, c'est la somme de i à la de 1 à 3, pardon, 2, 2. Donc, ça revient à faire 2 multiplié par 3. Alors ici, la somme va de 1 jusqu'à n. Dans notre cas, n c'est combien? N, bon, c'est la taille de l'échantillon. Donc, ça sera juste, comme j'ai expliqué ici, ceci revient à voir quoi? N multiplié par bêta 0. Donc, j'ai n multiplié par bêta 0. Voilà. Plus, là, il n'y a pas de problème. La somme de bêta 1 multiplié par x1 plus, là, j'ai la somme de bêta 2 multiplié par x2. Voilà. Je viens ici. J'ai quoi? J'arrange quand même ça. Ici, j'aurai la somme de x1 multiplié par y qui est égale. Ici, j'arrive. Ça sera la somme de x1. J'arrange ça d'abord. Comme bêta 1, c'est un réel. Donc, je préfère, ça sera la somme de bêta 0 multiplié par x1 plus. Là, j'aurai la somme de bêta 1 multiplié par x1 au carré, plus ici, j'ai la somme de bêta 2 multiplié par x1, x2. J'arrange quand même. Troisième équation, j'ai la somme de x2, y2 qui est égale la somme de bêta 0 multiplié par x2 plus la somme de bêta 1 multiplié par x1, x2, enfin plus la somme de bêta 2 multiplié par x2 au carré. Alors, regardez, quand vous avez la sommation i à la, par exemple, de 1 à n, k multiplié par xi, si k est une constante, la constante peut sortir. Donc, on aura k multiplié par la sommation i à la de 1 à n xi. Alors, bêta 0, bêta 1, bêta 2 sont des paramètres, c'est-à-dire sont des réels. Donc, ça peut sortir. Et au finish, nous avons ceci. Ça sera la somme de y qui est égale
n bêta 0 plus bêta 1, la somme de x1, donc bêta 1 va sortir, plus bêta 2, la somme de x2, voilà. Deuxième équation, j'ai la sommation de x1, y, qui est égale bêta 0, c'est un réel, ça va sortir, je reste avec bêta 0, la somme de x1, plus, là aussi bêta 1 sort, je vais bêta 1, la somme de x1 au carré, ici bêta 2 va sortir, j'ai bêta 2, la somme de x1, x2. Troisième équation, j'ai la somme de x2, y2 qui égale bêta 0 sort, j'ai bêta 0, la somme de x2 plus, ici bêta 1 va sortir, bêta 1, la somme de x1, x2, enfin bêta 2, la somme de x2 au carré. Voilà, j'ai trouvé les équations normales. Maintenant, pour résoudre ça, je peux utiliser la forme matricielle ou soit je peux utiliser les autres méthodes. Alors, je crois que vous avez compris. Maintenant, on va calculer tout ça, la somme de y, la somme de x1 multiplié par y, la somme de x, dy et tout comme ça. Comme ça, on va remplacer pour trouver dans la... Vous voyez que si on remplace n déjà, dans notre cas, c'est 5 parce que c'est le nombre d'individus. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5. La somme de x1, on va calculer tout ça. Vous voyez que si on calcule tout ça, on aura un système de 3 équations à 3 inconnus. On résout ça et puis on a les 3 paramètres bêta 0, bêta 1 et bêta 2. Voilà, je vais calculer ça rapidement. Je crois que vous avez compris comment je suis arrivé à trouver les équations normales. Alors, je peux faire le tableau ici. On va calculer vite. Vous aussi, vérifiez là chez vous. Voilà. On va essayer de bien faire. Bon, désolé pour le tableau. Je vais faire main levée, comprenez. Ça, c'est 3, 4, 5. Bon, comme ça. Donc, lui, il va jusque là. Lui, il va jusque là. Voilà, ici. J'ai x1. Ici, j'ai x2. Ici, j'ai y. Alors, je vais calculer. x1, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais mettre la somme. x2, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 1, j'ai 3, ainsi que 4. y, j'ai 8, j'ai 11, j'ai 10, j'ai 16, ainsi que 20. Alors, regardez. Vous voyez que je fais d'abord la somme de chaque valeur. Donc, je fais d'abord pour x1, 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, ça donne 20. Donc, la somme de x1, c'est 20. J'ai fait la même chose pour la somme de x2, et c'est aussi chez vous. J'ai 1, plus 2, plus 1, plus 3, plus 4, je trouve 12. Je crois que c'est correct. Là, ça fait 3, 4, attendez, là, ça fait, c'est pas 12. Bon, moi, j'ai mal calculé parce que 1, plus 2, plus 1, plus 3, plus 4, c'est 11 et non 12. Voilà, c'est 11. Vérifiez chez vous. Et on fait la somme aussi des Y. On aura aussi besoin de ça. 8, plus 11, plus 10, plus 16, plus 20. J'ai trouvé 65. Vérifiez chez vous. Là, j'ai trouvé 65 pour la somme des Y. J'ai trouvé 65. Alors, regardez dans la formule. N, on connaît déjà, c'est 5, le nombre d'observations. La somme de x1, j'ai déjà trouvé, c'est 20. La somme de x2, j'ai aussi trouvé, c'est 11. Alors, je viens ici, je dois faire x1 multiplié par y. Donc, je viens et j'ajoute une colonne ici, x1 multiplié par y. Je vais faire cette multiplication. Alors, x1, c'est ça. On va multiplier avec y. 2 multiplié par 8, je crois, c'est 16.
3 multiplié par 11, ça fait 33. 4 multiplié par 10, je crois c'est 40. Et 5 multiplié par 16, ça donne combien? 5 multiplié par 16, ça fait 80. Donc là, j'ai 80. Ici, j'ai 80. 4 multiplié par 20, non, c'est 6 plutôt. 6 multiplié par 20, ça fait 120. Donc, je suis ici. J'ai 6 multiplié par 20, ça fait 120. Et là aussi, je vais faire la somme de cette colonne. Alors, on calcule ensemble avec vous. 16 plus 33, plus 40, plus 80, plus 120. J'ai trouvé 289 pour la somme de x, y. Voilà, 289. Je crois que c'est correct. Vérifiez chez vous. Ensuite, ça, j'ai fait ça. La somme de x1, j'ai déjà ça. Je dois aussi faire la somme de x1 au carré. Voilà, je commence par faire x1 au carré. Ensuite, je vais faire cette somme. x1 au carré, x1 c'est ça au carré. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, c'est 16. 5 au carré, c'est 25. 6 au carré, ça fait 36. Et là, j'ai fait aussi cette somme. Quand je fais 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36, ça me donne 90. Donc, je vous demande de vérifier chez vous. Moi, j'ai trouvé 90. Bon. J'étais ici, j'ai fait x1 au carré. Et là, je dois faire x1 multiplié par x2. Voilà, je suis ce que j'ai là-bas. x1 multiplié par x2. x1, c'est 2 multiplié par 1, ça fait 2. 3 multiplié par 2, ça fait 6. 4 multiplié par 1, ça fait 4. 5 multiplié par 3, c'est 15. 6 multiplié par 4, je crois que c'est 24. Et là aussi, on fait la somme. Je crois que vous comprenez. 2 plus 6 plus 4 plus 15 plus 24, ça donne 51. Voilà, là j'ai 51. Vérifiez si c'est correct chez vous. Voilà, j'ai trouvé 51. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était x1 multiplié par x2. Je dois aussi faire x2 multiplié par y. Donc, j'ai fait ici x2 multiplié par y. On calcule x2, c'est ça. 1 multiplié par 8, ça fait 8. 2 multiplié par 11, je crois, c'est 22. 1 multiplié par 10, c'est 10. 3 multiplié par 16, ça donne combien? 3 multiplié par 16, j'ai trouvé 48. Là, j'ai 48. Et 4 multiplié par 20, je crois, c'est 80. On fait aussi la somme de tout ça. Donc, 8 plus 22 plus 10 plus 48 plus 80, j'ai trouvé 168. Ça, c'est x2, y, 168. Là, j'ai 168. Alors, la somme de xd, c'est déjà trouvé. La somme de x1, xd, c'est déjà trouvé aussi. Il reste la somme de xd carré. Donc, je fais xd au carré. Je crois que c'est tout ce que j'ai besoin comme calcul. Xd au carré. Alors, j'aurai quoi? 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça va faire 4. Je crois que j'ai bien calculé. Voilà. 1 au carré, c'est 1. 3 au carré, c'est 9. 4 au carré, c'est 16. On fait aussi cette somme. 1 plus 4 plus 1 plus 9 plus 16, ça donne 31. Est-ce que c'est ça? Vous n'avez qu'à vérifier. Voilà, j'ai trouvé 31. Si c'est 31, voilà, j'ai tous les éléments nécessaires pour effectuer maintenant les calculs et je vais simplement remplacer. Je crois que vous avez compris. Voilà, je vais remplacer. Qu'est-ce que j'aurai avec cette méthode? Voilà, je vais remplacer. C'était la somme des y. La somme des y, j'ai trouvé 65. Donc, ça devient 65 qui égale n, c'est le nombre d'observations. Et ici, on a 5 observations. Ça sera 5 bêta 0 plus la somme de x1. On a trouvé 20. Ça sera 20 bêta 1. 20 bêta 1 plus la somme de x de bêta d. La somme de x2, on a trouvé 11. Donc, ça sera 11 bêta 2. Deuxième équation, la somme de x1 multiplié par y. x1 multiplié par y, j'ai trouvé 289. Ça sera 289 qui égale
bêta 0, la somme de x1, la somme de x1 c'est 20, ça sera 20 bêta 0 plus la somme de x1 au carré. X1 au carré c'est 90, ça sera 90 bêta 1, 90 bêta 1 plus la somme de x1, x2, bêta 2, donc la somme de x1, x2, j'ai trouvé 51, ça sera 51 bêta 2. Et troisième équation, j'ai quoi? La somme de x de y, la somme de x de y, j'ai trouvé ça 68, ça sera ça 68 qui est égal à bêta 0, la somme de x2, la somme de x2, j'ai trouvé 11, ça sera 11 bêta 0 plus bêta 1, la somme de x1, x2, la somme de x1, x2 c'est 51, ça sera 51 bêta 1, plus enfin bêta 2, la somme de xd au carré. Xd au carré, ça fait 31, 31 bêta 2, voilà. J'ai le système d'équation normale. Je peux écrire ça, bêta 0, 5 bêta 0 plus 20 bêta 1 plus 11 bêta 2 qui égale 65. Ici, j'ai 20 bêta 0 plus 90 bêta 1 plus 51 bêta 2 qui égale à 289. Et enfin ici, j'ai 11 bêta 0 plus 51 bêta 1 plus 31 bêta 2 qui égale à combien? 168. Voilà. J'ai un système de trois équations à trois inconnus. Il suffit de résoudre ça pour trouver la valeur de bêta 0, bêta 1 ainsi que bêta 2. Vous pouvez essayer chez vous. Alors moi, quand j'ai essayé de les calculer pour aller vite, ça va nous éviter que la vidéo soit trop longue. Essayez d'utiliser la méthode de substitution et tout ce que vous connaissez. Je crois que vous avez quand même une idée sur la résolution des systèmes des équations. Voilà. En résolvant ça, qu'est-ce que nous avons trouvé? Bon, moi, quand j'ai travaillé, j'ai trouvé bêta 0, j'ai trouvé 2,89, vérifiez chez vous. Bêta 1, 1,17. Ainsi que bêta 2, j'ai trouvé 2,47. Maintenant, après avoir trouvé les paramètres, notre équation devient quoi? Y égale, je remplace bêta 0 par sa valeur, 2,89, plus bêta 1, c'est 1,17, ça sera 1,17 x1, plus bêta 2, j'ai trouvé 2,47 x2. Voilà, c'est ça la droite de régression multiple. C'est-à-dire que si on connaît x1, les frais de publicité, si on connaît x2, le montant qu'on va payer aux commerciaux, on peut essayer de prédire ce qu'on aura comme chiffre d'affaires ou soit vente. Voilà, je crois que vous avez compris. Alors, si ça, j'ai utilisé la méthode des équations normales, je peux aussi résoudre ça avec sous la forme matricielle. Alors, comment j'allais procéder pour résoudre ça sous la forme matricielle? Je crois que vous n'avez pas oublié la formule. Je vous avais dit, faut retenir la formule. Alors, c'était quoi la formule? Attendez, je fasse un peu ici. Alors, s'il faut résoudre ça avec la forme matricielle, je crois que vous vous rappelez de la formule. On écrit ça sous quelle forme? C'était y qui était égal x bêta plus epsilon. Bon, ça va tomber. C'était quoi la formule pour trouver bêta? C'était x, la transposée de x multiplié par x moins 1, alors l'inverse, multiplié par quoi? Transposé de x multiplié par y. C'était ça la formule. Alors, comment on va trouver x? Alors, regardez comment je vais trouver x. X est égal à quoi dans notre cas ici? X égale. Alors, la première colonne, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. La première colonne, vous mettez de 1, 3, parce que 5. La deuxième colonne, vous mettez la première variable explicative. J'ai 2 ici. Ici, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 et 6. La colonne suivante, vous mettez la deuxième variable explicative. Donc, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 1, j'ai 3 ainsi que 4. Ça, c'est x. Et vous savez que x, c'est la transposée. Donc, j'ai déjà x. Qu'est-ce qu'il me reste à avoir? Y. Y égale quoi? Y, ce sont des valeurs observées. Là, j'ai 8.
Ici, j'ai 11, j'ai 10 ainsi que 20. Et bêta, ce sont le paramètre, soit les coefficients de G bêta 0, bêta 1 ainsi que bêta 2. Voilà, maintenant que vous avez toutes ces valeurs, vous allez commencer par multiplier. La transposée de t de x serait égale à quoi? Comme vous le savez, la transposée, c'est-à-dire la ligne devient la colonne devient la ligne. Donc 1, 2, 1, ça devient la colonne 1, 2, 1. Cette ligne devient la colonne 1, 3, 2. La troisième ligne devient la troisième colonne 1, 4, 1. Et là, j'aurai 1, 5, 3. Et enfin, ici, j'ai 1, 6, 4. Voilà. Vous prenez ça, c'est la transposée de t, de x, pardon. Vous allez faire le produit, la transposée de x multiplié par x. Et ensuite, vous trouvez son inverse. J'ai une vidéo qui explique ça. Et puis, vous allez faire xt, la transposée de x multiplié aussi par y, et vous allez résoudre ces systèmes. Voilà. Alors, ça, c'était l'essentiel sur la régression multiple. Voilà ce qu'il faut retenir sur ceci. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté la régression simple, c'est-à-dire, généralement, les phénomènes sont liés. Alors, l'idée, c'est faire des prédictions, c'est-à-dire, si on connaît telle variable, est-ce qu'on peut trouver la valeur de l'autre variable? La régression simple, c'est lorsqu'on cherche à prédire ou à établir une relation entre une variable qui dépend d'une seule variable. Là, c'est la régression simple. Mais si vous avez besoin de prédire une variable qui dépend de plusieurs variables, là, c'est la régression multiple. Et on a vu comment on résout ça. Merci et à très bientôt.